Bonsoir à tous et merci de nous avoir rejoints dans ce nouveau Zoom du CCLJ. Ce soir, nous sommes très honorés d'accueillir quelqu'un que nous admirons, dont nous partageons les valeurs, bien entendu, antiracistes, laïques, féministes, universalistes, et que nous suivons et que nous soutenons depuis longtemps. Caroline Fourest, bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, vous êtes journaliste, réalisatrice, éditorialiste, essayiste. Vous avez beaucoup publié sur la laïcité, le droit au blasphème, les intégrismes religieux, l'extrême droite. Vous avez été enseignante à Sciences Po et pendant longtemps une des plumes de Charlie Hebdo. Vous avez publié il y a quelques mois Génération offensée, de la police de la culture à la police de la pensée chez Grasset. Ce soir, pas de burqa blabla, c'est promis, mais, Ça, c'est sûr. mais une plongée dans l'univers des nouvelles générations, accros aux réseaux sociaux et à l'épiderme extrêmement douillet, dites-vous. En ce moment, alors que notre vie semble réduite à ce qui est essentiel ou pas essentiel, je trouve que ce livre est vraiment essentiel et on devrait l'inscrire au programme des écoles. Pour animer cette soirée, une autre femme que nous admirons et que nous soutenons inconditionnellement, une amie du CCLJ, Nadia Geertz, bonsoir. Bonsoir. Tu es aussi militante laïque, féministe, universaliste, écrivaine, philosophe et enseignante à la Haute École de Bruxelles, et tu connais bien cette génération offensée dont parle Caroline Fourest, cette génération adepte des chasses à courre sur les réseaux sociaux. Je vais vous laisser la parole à toutes les deux pendant une quarantaine de minutes, trois quarts d'heure, et puis je demande aux participants bien sûr de bien vouloir garder leur micro fermé. Nous prendrons quelques questions à l'issue de la discussion, des questions formulées de manière écrite. Ce sera plus confortable pour tout le monde et donc uniquement via le chat de ce Zoom, donc dans la conversation. Merci et à tout à l'heure. Nadia et Caroline, c'est à vous. Merci Sylvie. Bonjour Caroline. Alors, rebonjour, on a déjà eu l'occasion d'échanger quelques minutes avant le début officiel de cette rencontre. Et alors, j'avais envie de te poser une première question, parce qu'on sait bien, toi et moi, que quand on écrit un livre, en général, ça ne tombe pas du ciel. Il y a un élément déclencheur, il y a quelque chose qui fait qu'à un moment donné, on se dit, il faut que j'écrive là-dessus, c'est mon sujet, c'est mon prochain livre, c'est là-dessus. Alors, c'est quoi l'élément déclencheur de ce livre-là, Génération offensée ? Alors déjà, généralement, un livre est déjà presque en train de commencer à pousser à la fin du livre précédent. En tout cas, moi, ça fait à peu près 20 ans que ça marche comme ça. Donc, quand je m'arrête à la fin d'Éloge du blasphème, j'ai pu dire des choses, mais j'ai commencé à soulever, par exemple, l'inquiétude réelle que j'ai vis-à-vis de la divergence avec le monde anglo-saxon sur la question de la liberté d'expression, nos différents critères, nos différentes perceptions et les dégâts que ça peut faire dans le fait de fragiliser notre façon de défendre la liberté d'expression ici, dès qu'il s'agit du sacré et du religieux en général. Et puis, il y a un élément qui vient me donner l'élan en fait, pour me mettre à l'écriture, c'est une conversation avec mon amie Tania de Montaigne, avec qui j'échange sur ces questions depuis très 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 longtemps. Et Tania a publié dans une collection que je dirige chez Grasset un très beau livre qui s'appelle Noir, et qui raconte l'histoire de la première Rosa Parks, entre guillemets, qui ne s'est pas levée dans un bus pour céder sa place à un blanc avant Rosa Parks, et qui n'a pas été retenue par l'histoire parce qu'elle n'était peut-être pas parfaite, peut-être pas assez solide pour être retenue par le mouvement des droits civiques et être mise en avant. C'est ce que raconte un peu l'histoire de ce livre. Et c'est une collection que je dirige avec Fiammetta Wener, où on demande à des écrivaines de redécouvrir des héroïnes oubliées. Et donc Tania a fait un très beau livre, qui a donné lieu à un album illustré qui devait s'appeler aussi Noir, illustré par Émilie Plateau, qui est une jeune dessinatrice blanche. Au moment de la sortie de cet album illustré, la responsable des droits internationaux de cette maison d'édition-là a passé un coup de fil et a fait remonter une remarque qui a passablement agacé Tania, qui donc m'a appelée pour me raconter. Je vous passe le ton avec lequel on se parle normalement, mais parce qu'on a un vocabulaire entre nous pour un peu se moquer de tous ces excès-là, de tous ces délires-là dont on est saoulé par moments. Et elle me dit, tu sais pas la dernière, en gros, elle me dit, voilà, la responsable internationale de l'album illustré ne veut pas appeler le livre Noir, Noir. Je lui dis, mais pourquoi ils veulent pas l'appeler Noir? Parce que ça parle d'une femme noire, c'est toi qui l'as écrit, ça parle de la discrimination, de la première Rosa Parks. Elle me dit, non, ils ne veulent pas l'appeler Noir parce que Émilie est blanche, et comme l'illustratrice est blanche, ils ne veulent pas l'appeler Noir.
ça fait appropriation culturelle. Je dis, c'est une blague là en fait, c'est une plaisanterie, ils ne vont pas l'appeler Blanche non plus. Et qu'ils ne vont pas l'appeler Blanche parce que la dessinatrice est blanche, alors qu'on parle d'une femme noire que tu l'as écrit. Enfin, donc il se trouve que comme Tania a à peu près, peut-être encore plus que moi, son caractère, non, alors je vous rassure, l'album illustré, c'est appelé Noir. Et en anglais, parce qu'on était en train de parler en anglais, bien sûr. Donc l'idée, c'était qu'ils ne voulaient pas l'appeler Black. Donc ils étaient en train de penser à l'appeler White. Mais du coup, non, il s'est appelé Black, il est sorti sous son nom, mais parce que Tania a pu dire, par ailleurs quelqu'un qui était tout à fait blanc, évidemment, et qui se posait toutes ces questions, regardez-moi bien dans les yeux, mon livre ne s'appellera pas White, il va s'appeler Black, parce que c'est son titre et parce que c'est son histoire. Mais c'est pour vous. Mais là, on s'est dit, bon, c'est plus qu'aux États-Unis, c'est plus qu'au Canada, toutes ces folies. Ça vient chez nous, dans nos maisons d'édition. On sait qu'il y a aussi de plus en plus de ce qu'on appelle des sensitive readers, des conseillers qui sont consultés pour savoir s'ils sont concernés, c'est-à-dire s'ils sont vraiment du bon épiderme, du bon genre, de la bonne orientation sexuelle, ce qu'ils pensent de certains personnages et de certains écrits. On sait qu'il y a des auteurs qui, c'est arrivé un peu après le livre, mais ça avait commencé avant, qui maintenant se font reprocher de faire des livres sur des héroïnes noires alors qu'ils sont blancs, parce que pareil, ils n'auraient pas le droit de toucher à ce sujet du fait d'être blancs. Et je dois avouer que quand j'ai sorti mon livre, Génération offensée, il y a eu beaucoup d'intérêt en France, immédiatement, et beaucoup de gens m'ont dit « mais ça n'existe qu'aux États-Unis. Tu ne parles que de choses qui n'existent aux États-Unis. » Je leur ai dit « non, mais détrompez-vous. Ils ont juste 5 ans d'avance sur nous, ça va arriver extrêmement vite. » Et de fait, un mois après la sortie du livre et encore plus après la sortie du confinement, soudainement, peut-être parce qu'on avait eu cette discussion à l'occasion du livre, tout le monde s'est mis à regarder le nombre d'exemples délirants dans lesquels on était déjà en train de vivre, qui parfois relèvent franchement d'épisodes surréalistes et grotesques et burlesques, mais on y était. Et il y a des moments où ça tient bon, et honnêtement, on tient plutôt bon. Et moi, je préfère qu'on s'éclaircisse les idées tant qu'il est encore temps, c'est-à-dire justement 5 ans avant que la vague arrive, peut-être là maintenant qu'on n'est plus qu'à 6 mois, parce qu'on sait que très tranquillement, au sein des universités, par contre, il y a de plus en plus de départements de sociologie qui sont sur ces positions-là. On sait qu'au sein du féminisme intersectionnel, on sait qu'on est désormais sur ces positions-là. Au sein de l'antiracisme, on a perdu totalement la bataille au profit d'un antiracisme identitaire qui passe beaucoup plus de temps à censurer, à mener des campagnes de mise à l'index, souvent contre des artistes ou des professeurs parfaitement laïques et antiracistes. Hein, ça devient leur sport préféré, d'éduquer la jeunesse à censurer plutôt qu'à se cultiver, plutôt qu'à tolérer, plutôt qu'à apprendre un autre regard, ou plutôt qu'à revendiquer d'ajouter son propre regard. Ils passent beaucoup de temps à pointer du doigt et à censurer. Et donc, c'est un vrai sujet. Alors, est-ce que tu as une explication enfin, qu'est-ce qui fait que ça marche en fait? Parce que moi, je suis aussi pétrifiée que toi d'horreur devant cette dérive, mais comment se fait-il qu'on soit si peu immunisé contre ce qui paraît quand même une lame de fond qui nous vient des États-Unis, tu l'as dit, et dont on connaît pourtant les dérives. Enfin, je veux dire, on a vu, en tout cas, certains d'entre nous, peut-être les petits reportages concernant Evergreen, par exemple, hein, qui incarne tout à fait l'épouvante absolue de ce que peut devenir un monde académique parasité par ce genre de grille de lecture. Alors, qu'est-ce qui fait que ça marche, d'après toi? Est-ce que tu as une explication? Il y en a, je crois, plusieurs, mais c'est vrai que, comme toi, le premier mouvement, c'est de se dire, mais c'est pas possible qu'un truc aussi con marche à ce point-là. C'est-à-dire que cet abrutissement, comment on est arrivé à ce niveau de simplisme, à cette caricature grotesque et de l'antiracisme et du féminisme et de l'académisme aussi vite. Alors en fait, ce sont des mécanismes qui, aux États-Unis, sont à l'œuvre depuis extrêmement longtemps. Il y avait déjà, j'ai retrouvé des écrits chez des auteurs, des conseillers de Kennedy qui commençaient à s'inquiéter de ces mouvements au sein de l'université américaine. On se souvient du livre de Philippe Roth, La Tâche, qui racontait ce professeur qui est viré parce qu'il a dit le mot zombie à une élève noire et que c'est interprété comme une phrase raciste et il n'arrive pas à en sortir et il finit par vraiment sombrer à se défendre d'avoir dit quelque chose de raciste. Aujourd'hui, il y a des enseignants, ça arrive aussi à des journalistes du New York Times ou autres, qui, parce qu'ils répondent à une question sur le racisme, pour savoir, par exemple, on leur pose la question de savoir si dire tel mot est raciste, parce qu'ils reprennent tel mot, le mot en haine que plus personne n'a le droit de prononcer, ils sont immédiatement licenciés parce qu'ils ont dit le mot dans la question qu'on leur posait.
Il y a même des fois des enseignants qui n'ont pas dit ce mot-là. Ils ont dit une autre phrase en mandarin ou en thaïlandais, je ne sais plus quel était le langage, mais ça ressemblait et ils ont été virés aussi. Donc, on est à ce niveau de folie. Et quand on regarde la vidéo d'Evergreen, moi, je suis convaincue que ce sont des moments comme ça qui feront la joie de tous les populistes et de toutes les extrêmes droites en Europe. Ils vont s'en régaler pendant toutes les élections à venir. Parce qu'effectivement, on voit un campus démissionnaire qui prépare même, au fond, sa défaite intellectuelle, puisque l'année dans ce campus d'Evergreen, donc, qui est un campus certes très à gauche, plein de bonne volonté, dont le recteur est grandement responsable de ce qui va se passer. Parce que le recteur fait commencer l'année en demandant aux professeurs, au corps enseignant, de se présenter en s'excusant d'être des privilégiés blancs, par exemple. Et on voit par exemple une prof qui est visiblement fille d'ouvrier et lesbienne, première de sa génération à sortir de la condition ouvrière, être obligée de s'excuser devant ses élèves, d'être une privilégiée et de devoir vraiment se rattraper de ce privilège qu'elle a d'être blanche. Ça commence comme ça. Ensuite, on met le corps enseignant, on leur fait mimer qu'ils sont dans un canoë où, pareil, ils doivent s'excuser sur leurs conditions blanches pour promettre d'être en solidarité avec toutes les minorités. Mais on a l'impression d'assister à une mise en condition sectaire. Quand les élèves voient qu'on traite comme ça leurs enseignants et qu'ils sont capables de s'humilier à ce point-là et d'avaler des énormités pareilles, il est certain qu'il y a un problème ensuite à les faire respecter. Et donc, arrive ce qui est arrivé, pour ceux qui ne connaissent pas le cas en détail, un professeur de biologie et de dialectique, par ailleurs, qui est de gauche, qui a participé au mouvement des droits civiques, qui est juif, c'est important de le dire, parce que justement, il a une réaction par rapport à une demande de ses élèves qui est liée à son histoire, qui est liée à son parcours antiraciste. C'est que, vous le savez peut-être, sur les campus américains, il y a tous les ans, souvent, une journée du retrait où les étudiants noirs ne vont pas en cours pour manifester, pour une forme de boycott symbolique, pour manifester ce qu'ils apportent à la société et donc à l'inverse, ce qu'ils retirent quand ils n'y vont pas. On peut l'entendre au nom de la célébration, de la commémoration de ce qu'a été la ségrégation. Sauf qu'une année, dans ce campus, les étudiants ont demandé non pas à ne pas venir parce que noirs, ils n'ont pas boycotté volontairement une journée, ils ont demandé à ce que les blancs ne viennent pas sur le campus ce jour-là. Et ce qui était un boycott volontaire symbolique de l'espace public s'est transformé en interdiction de l'espace public sur la base de la couleur de peau. Et donc ce professeur a dit, excusez-moi, moi, j'y vois un changement fondamental, un renversement total de la symbolique. Et en tant que juif, quand on demande à quelqu'un de se retirer de l'espace public sur la base de la couleur de peau, j'ai une alerte qui sonne en moi, ça ne me va pas, je suis très gênée par cette initiative. Pour avoir simplement dit ça, très précautionneusement, dans un email à ses collègues, il a été encerclé par des élèves très agressivement, qui appelaient à sa démission, qui l'ont traité de raciste, qui le menaçaient même physiquement, à un point où la police du campus a dû intervenir. On entend les élèves dire les élèves blancs, protégez-nous, protégez-nous. Donc les élèves blancs se mettent en colonne pour empêcher la police d'approcher. Puis finalement, exfiltre ce professeur, tout à fait délicatement. Personne ne s'est fait marcher sur l'orteil. Tout ça est filmé par les élèves eux-mêmes, donc on peut assister à quel point il ne se passe rien de grave. Mais eux, on sent bien qu'ils ont l'impression de vivre... Ils ont vraiment l'impression de vivre un pogrom, en fait, la ségrégation. Ils sont persuadés qu'ils sont victimes, mais c'était avant George Floyd, mais on a l'impression qu'on leur tire dessus, qu'on les étouffe. Alors que la police arrive du campus, pousse les gens pour pouvoir dire au professeur de sortir. Et ils vont prendre en otage le recteur, ils vont prendre en otage les professeurs, ils vont même humilier le recteur devant tout le monde en lui demandant de parler en gardant la main derrière, en reprenant ses phrases, en le traitant de tous les noms. Et on assiste à ça pendant des jours. Et c'est une vidéo terrible qui circule évidemment sur les groupes d'extrême droite maintenant, qui à mon avis n'est pas pour rien dans le succès, pas que cette vidéo, ces dérives-là, où là on a touché le point culminant, ne sont pas pour rien dans le succès du Trumpisme aux États-Unis. C'est certain que quand vous allez à ce point de folie, que vous divisez les gens à ce point-là en fonction de leur couleur de peau, à un moment donné, les blancs déclassés, les blancs défavorisés, pauvres, pour dire les choses comme elles sont, finissent par se dire mais j'en ai marre, je ne vais pas m'excuser d'être privilégié, j'ai rien fait. Pourquoi je devrais m'excuser? J'ai rien fait. Et donc se radicalisent. Et là, il y a des mouvements aux États-Unis, suprémacistes, populistes, complotistes, par ailleurs antisémites souvent aussi, qui passent et qui les récupèrent.
Et c'est comme ça qu'on crée encore plus de divisions. Donc, pour finir de répondre à ta question sur pourquoi et comment ça a pu monter à ce point-là, c'est que la gauche américaine modérée qui existe, la gauche de Biden, de Kamala Harris, ça n'est pas cette gauche-là. C'est une gauche beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus sensée. Kamala Harris, elle a été procureure. Elle-même aurait dû subir les foudres de ces gauchistes-là si sa couleur de peau ne l'avait pas un peu protégée, et elle les subira. Parce que c'était le temps de l'union sacrée face à Trump, et ça ne va pas durer. Cette gauche modérée, elle a conscience des excès de la gauche identitaire et universitaire américaine. Mais il y a une mathématique aux États-Unis, c'est qu'on ne peut pas gagner une élection au Parti démocrate sans le vote des femmes noires, principalement des femmes noires. Et comme il fonctionne, et c'est bien pour ça que moi je ne veux pas de statistiques ethniques en France, comme ils fonctionnent par catégorie et qu'ils font des calculs arithmétiques en politique toute la journée, leur calcul, c'est qu'ils ne peuvent pas prendre le risque de fâcher cet électorat, qui n'est pas du tout tous et entièrement, fort heureusement, sur cette position, mais où ceux qui osent dire, excusez-moi, je crois que c'est un peu caricatural, un peu grossier, un peu assignant et même un peu raciste des fois de parler comme ça, ceux qui oseraient dire ça aujourd'hui aux États-Unis subissent un tel retour de bâton, des telles campagnes, d'une telle violence, sont immédiatement classés comme racistes, comme trumpistes, donc honnêtement très peu osent. La seule source d'espoir, c'est qu'il y a quand même une gauche américaine intellectuelle qui commence à poser ces questions. Il y a la lettre du Harper Magazine qui a fait du bruit, ils ont pris beaucoup de coups, mais qui est signée par des intellectuels de renom qui posent ces questions, et celle au fond de la cancel culture, même s'ils ne le disent pas comme ça. Il y a un groupe de réflexion qui s'appelle Persuasion, qui produit des articles magnifiques. Il y a de plus en plus de médias américains, mais certes un peu alternatifs et un peu new-yorkais, pour le dire comme c'est le cas, qui commencent à se poser ces questions. Mais en attendant, politiquement, personne ne peut prendre le risque de dire ces choses-là comme ça. Et du coup, ça a perduré, ça s'est développé, ça a créé au fond des réseaux académiques qui sont assez puissants, qui ont des bourses, qui ont des réseaux en Europe, le réseau euro-américain en Europe, qui est félicité par Ouria Boutelja en préface de son livre, parce que visiblement, ils l'ont beaucoup aidé à écrire Les Juifs, les Blancs et nous, ou Les Blancs, les Juifs et nous, je ne sais plus dans quel ordre elle le fait, qui est un livre qui est un plaidoyer maurassien, enfin, je veux dire, abominable, dans lequel elle explique, la chef des indigènes de la République, que que l'école publique l'a bien dressé à détester Hitler, qu'heureusement son cousin algérien, lui, ne sait pas qui est Hitler et que c'est lui le vrai héros. Et qui finit qui tient des propos absolument, honnêtement, qui auraient été écrits par un blanc d'extrême droite, ça se serait tellement vu. D'ailleurs, Radio Courtoisie en France l'a félicité. Bon, mais ça, c'est des livres qui sont plébiscités par des réseaux universitaires euro-américains. Et on a un vrai souci. On a un vrai souci, et le souci, il vient de là, de la puissance des réseaux anglo-saxons au niveau de l'université. Ok, mais quand même, je suis pas... Enfin, je vois à quel point ça arrive chez nous et je me dis, mais comment se fait-il que ça arrive aussi facilement chez nous? Je dirais, est-ce que nous n'avons pas quand même... Enfin, c'est un peu ce qu'on entend toujours, hein, une histoire tellement différente, une réalité tellement différente de celle des États-Unis, qu'on devrait être un petit peu immunisé. Or, tout ce que tu nous décris là, c'est la pensée woke, c'est ces histoires de safe space, d'appropriation culturelle, de racialisation de la question sociale, etc. Enfin, c'est tout ça que tu décris finalement. J'ai l'impression que c'est tellement loin en tout cas de votre culture française. Alors peut-être nous les Belges, on est peut-être un petit peu moins, moins calés sur cette question-là, mais enfin, en tout cas en France, comment se fait-il que ça marche? Est-ce que tu as une explication à ça? Il y en a plusieurs. C'est que, si tu veux, d'un côté, pendant des années, il y a de fait un péché originel de l'universalisme. C'est que pendant des années, les gens qui se sont revendiqués de l'universalisme l'ont fait beaucoup pour refuser de nommer les discriminations, pour barrer la route des égalitaires. Moi, je l'ai vécu comme militante du centre gay et lesbien. Quand je me battais pour obtenir le Pax, j'avais face à moi de brillants intellectuels, Alain Finkielkraut et d'autres, par exemple, qui, au nom de l'universalisme, nous traitaient de communautaristes parce que nous revendiquions l'égalité. Simplement pour ça, en disant il n'y a pas de question gay, et honnêtement, il faut avoir vécu ça pour comprendre ce que ça peut faire chez des gens qui sont potentiellement antisémites. Ça peut les faire dégoupiller parce que Alain Finkielkraut, qui est si brillant sur la question juive, quand on était sur la question gay, il ne voulait pas en entendre parler. Il faut quand même, moi je l'ai vécu, et j'ai beaucoup de respect pour Alain, et on échange très intellectuellement, mais je me souviens de la violence avec laquelle je l'ai reçu quand j'avais 20 ans. De me dire, on peut parler de la question juive, mais par contre la question gay, c'est communautariste, et au nom de l'universalisme, il ne faut pas que ces gens revendiquent des droits. Donc quand on reçoit ça,
Si on est sincère, et on va le dépasser, et on va se battre pour l'égalité, et on va voir que finalement les droits avancent, et que quand on se revendique bien de l'égalité, les droits avancent. Et je l'ai aussi vécu, et c'est pour ça que moi je suis réconciliée avec la République et avec l'universalisme, parce que je sais qu'on peut arriver à lui rendre cette maturité, cette épaisseur, cette réalité. Mais on a perdu beaucoup de temps à cause de ce côté normatif qui s'abritait derrière l'universalisme pour maintenir un statu quo. Et ensuite, sont arrivés des manipulateurs de frustration et des simplificateurs. C'est-à-dire on est à la rencontre entre des gens de très mauvaise volonté, qui sont des lobbyistes, qui font des dégâts incroyables. Pour moi, aujourd'hui, j'ose la nommer, une des personnes qui fait le plus de dégâts associatifs au sein de l'antiracisme et du féminisme et qui importe des concepts anglo-saxons pour tout simplifier, diviser et radicaliser les positions, c'est Rokhaya Diallo, par exemple, qui fait un travail incroyable. Chaque association qui se revendique de Rokhaya est derrière sur des positions à l'américaine, simplistes, qui ne mènent pas ni vers l'égalité ni vers l'universalisme, qui mènent vraiment vers la bataille identitaire des uns contre les autres. Et pourquoi ça prend? Donc ça prend chez certains par la peur du racisme, la peur des discriminations. Évidemment, quand vous avez tous les débats que nous sommes obligés d'avoir à cause des intégristes et à cause des islamistes. Et eux, ils savent ce qu'ils font. Quand on travaille sur les islamistes, on sait qu'ils le font délibérément. Semer la peur, semer le chaos, pour que nous soyons bien obligés de résister et que notre résistance nous soit ensuite reprochée comme de l'islamophobie. Et du coup, on peut passer derrière, on peut recruter, on peut radicaliser. Et au milieu, les gens qui facilitent ça, qu'ils le fassent exprès ou non, ce sont les simplificateurs et les simplistes qui pensent tout en termes d'identité. Alors, pour certains, là je ne donnerai pas de nom, pour certains c'est juste qu'ils n'arrivent pas à voir le monde de façon plus complexe. Il se trouve que la pensée simplifiée à l'américaine correspond à leur simplisme. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à s'élever au-dessus du cran identitaire. Le cran identitaire, c'est simple. Qui se ressemble, s'assemble, tout le monde est dans sa case, tout le monde est dans sa communauté, et au fond, on est tous en compétition pour savoir qui est le plus victime et qui donc a le droit à des postes, à des sièges. C'est très marketing, c'est très individualiste. En fait, ça correspond assez bien à cette génération qui est à la fois très connectée, donc en solidarité avec le monde entier, qui peut vivre la moitié du temps dans sa tête aux États-Unis, et donc du coup être imprégné d'un vocabulaire simplificateur qui est celui des États-Unis de la post-ségrégation, sans comprendre que le défi en bas de chez lui n'est pas le même, et qu'il a face au lit peut-être une extrême droite très différente, et qu'il ne faut pas exactement utiliser ce vocabulaire, ou que ça va être contre-performant. Mais en tout cas, ce vocabulaire simplificateur qui circule avec les réseaux sociaux, avec des groupes qui de fait vous cooptent et forment une communauté de pensée, rencontrent la manipulation de ceux qui peuvent radicaliser ces simplifications. Mais la raison pour laquelle ça marche, c'est que c'est beaucoup plus simple l'identitaire que l'universel. L'identitaire, c'est simple à comprendre. Je veux dire, tout le monde peut comprendre. Tu ne déconstruis aucune catégorie. Il suffit de les renverser en réalité. Tu utilises les mêmes catégories de toujours, celles des dominants, et juste tu les renverses et tu demandes ta part du gâteau. Et quelque part, quand tu veux gagner des postes à l'université, dans les médias, c'est très tentant de se mettre dans cette grille de lecture. Tu n'as pas beaucoup d'efforts intellectuels à faire, mais par contre, tu as potentiellement un gain économique à l'issue de ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai compris en suivant les batailles aux États-Unis. C'est que souvent, ceux qui mènent ces batailles, ceux qui vont se plaindre toutes les 4 matins d'une micro-vexation, mener des campagnes contre tel concurrent, tel adversaire, en fait, ce sont des compétitions. Ce sont des gens qui veulent des postes et qui ont compris que ce prétexte-là était le meilleur moyen de dégager un concurrent et d'améliorer son pouvoir d'achat. C'est extrêmement capitaliste comme bataille, en réalité. Et du coup, ça marche parce qu'il y a des gens qui ont faim et il y a des gens qui ont envie d'exister. Et que exister par la qualité intellectuelle, la subtilité, la sophistication, la patience, le goût du dialogue, le goût du débat, ça ne fait pas toujours nourrir son homme. Par contre, dégager quelqu'un et dire « mais moi, je veux que vous me recrutiez dans tel magazine, je veux que vous me recrutiez dans telle université parce que vous êtes des abominables dominants et qu'il faut nous faire de la place », bah, ça rejoint en fait un mouvement de fond qui donne des choses merveilleuses quand on est sous une dictature, des printemps démocratiques, ça s'appelle le dégagisme. Et quand on est dans des démocraties, ça donne la compétition victimaire pour obtenir des postes.
Oui, ceci dit, juste une petite parenthèse, parce que tu as évoqué Rokhaya Diallo. J'ai quand même beaucoup de mal à voir Rokhaya Diallo en victime de quoi que ce soit. J'ai quand même l'impression que c'est devenu un business qui ne devrait plus laisser personne. Enfin, ça ne devrait plus marcher. Enfin, c'est évident, ça crève Mais ça des yeux marche. que. Bah, sauf que ça marche. Ouais, ouais, Sauf que ça marche. oui, mais enfin, je veux dire, du coup, elle n'est plus une victime. Je veux dire, son discours ne Ah, mais colle plus du tout avec sa de toute façon, propre réalité. C'est ça que je veux dire. Et n'importe qui devrait s'en rendre compte, me semble-t-il. On mais a ça pris n'a quelques... jamais. Alors, pardon, Nadia, c'est très intéressant, justement, mais ça n'a jamais été la question d'être vraiment victime. Aux Ouais. États-Unis, encore une fois, ceux qui sont le plus dans la cancel culture, dans le fait de tout ramener à la question de la couleur de peau et de ne pas vouloir intégrer d'autres critères pour décortiquer ou résister à des formes de domination, ce sont les plus riches et ce sont les élites. Ce sont des gens qui, justement, si on devait intégrer la question de la classe sociale, ne seraient pas au sommet de la pyramide des victimes. Et donc, ça ne les arrange pas, puisque aujourd'hui, nous sommes dans une époque où pour être au sommet de la compétition, il faut être une victime, il faut se victimiser. Mais se victimiser, ce n'est pas être une victime. En fait, si on se victimise suffisamment, il n'est pas grave de ne pas être vraiment une victime, puisque tu cries à la victime et que tu te victimises. Ça, c'est déjà en soi intéressant pour cette pyramide-là. Et donc, des gens qui devraient, au fond, s'excuser d'être privilégiés, par exemple, économiquement, et militer pour une gauche qui redistribue les richesses. Eh ben, elle a trouvé un formidable discours qui lui permet en fait d'être riche, d'être au sommet de la pyramide sociale, mais de continuer à passer pour le sommet de la victimisation et en plus de me proposer des solutions politiques qui ne touchent pas son capital social. Et donc moi je suis dans une situation un peu paradoxale parce que quand j'ai commencé à réfléchir toutes ces questions il y a 25 ans, j'étais dans un monde qui était exactement à l'opposé. C'est que je me battais avec une gauche française extrêmement marquée par la lutte des classes, toujours marxiste, qui ne réfléchissait qu'en termes de classe sociale. Et qui trouvait que les combats contre les discriminations, l'homophobie, l'antisémitisme, le sexisme, tout ça était totalement secondaire et petit bourgeois. Et on avait eu dans les années 70 quelques moments assez musclés entre la CGT, par exemple, et les filles du MLF, où les gens de la CGT, de façon un peu virile, leur expliquaient que tout leur combat de bonne femme, c'était secondaire et petit bourgeois. Et que c'était une façon de diviser le combat de la classe ouvrière. 25 ans plus tard, on est exactement à l'opposé. On se retrouve avec un degré de sophistication des luttes anti-discrimination qui en est à traquer la moindre micro-vexation, comme si c'était l'apartheid ou l'esclavage, alors qu'on est en train de parler de micro-vexation. Ce n'est pas exactement la même chose que des macro-discriminations. Et on ne peut plus intégrer, où il devient presque... Il n'y a plus de place pour parler de cette complexité multifactorielle de la domination, qui est quand même, à un moment donné, le manque d'autonomie économique et sociale. Or, je pense que la pandémie va remettre 2-3 pendules à l'heure de ce point de vue-là. Parce qu'on peut continuer à expliquer qu'il y a des privilégiés en fonction de la couleur de peau, mais à un moment donné, on va quand même s'apercevoir que les privilégiés sont ceux qui peuvent se soigner, notamment aux États-Unis, à plus de 50 000 € quoi qu'il leur arrive, prendre un hélicoptère pour échapper à des confinements et avoir accès aux vaccins de priorité parce qu'ils payent. Donc, j'espère que ça va au moins remettre un peu ces choses à échelle. Mais c'est l'enjeu des discussions de maintenant. Mhm. Alors, le temps passe vite, hein, mais j'aimerais quand même bien que tu nous parles un petit peu aussi du monde artistique, parce que tu en parles quand même assez bien dans ton livre, avec évidemment, tu évoques Madonna, tu évoques toutes ces questions de l'appropriation culturelle, le blackface et ses dérives, etc. Donc, ce serait peut-être quand même intéressant que tu nous en dises quelques mots aussi de ce qui se passe dans ce monde-là, donc pas dans le monde académique, pas dans le monde politique, mais Ouais. le secteur artistique. Ah, et ça va très vite là aussi. Mais là, c'est fulgurant parce qu'en plus, alors moi qui ai la chance d'être à la croisée de ces différents univers, un peu académique, journalistique et artistique, et je vois bien que dans le monde académique, c'est quelque chose qui vient de loin, qui est long, mais qui est en train d'arriver à maturité et qui sera extrêmement dur à défaire. Dans le monde journalistique, pour le coup, en France, le débat est vif et il est plutôt hostile à ce genre de dérive, encore en ce moment, donc on peut tenir. Et dans le monde artistique, qui n'est pas un monde de confrontation. C'est un monde où les gens mettent de côté plutôt tout ce qui est de l'ordre de la divergence pour essayer de fabriquer ensemble des choses. Et honnêtement, c'est ce que j'aime en allant dans le cinéma et j'adore ça. Et j'ai pas envie que ça se transforme en guerre de tranchées, ce monde-là. Sauf que là aussi, ces idées, par contre, une fois qu'elles ont pris, c'est un raz-de-marée parce que personne n'y résiste. Personne n'a le courage d'y résister. Et donc, ça va très vite. C'est des effets de mode. Et là, la mode, ça y est, elle est lancée. Dans la foulée des manifestations sur George Floyd,
On a la malchance en France d'avoir un comité Adama Traoré qui est manipulé par des gens assez peu recommandables et qui font dériver ce mouvement spontané, sympathique et sincère après la mort de George Floyd en quelque chose de tout autre chose qui rejoint pour moi le pire de l'identitaire, mais le pire aussi de l'antiféminisme. Parce que, par exemple, voilà, j'ai toujours du mal à comprendre comment des actrices peuvent être MeToo d'un côté et Assa Traoré de l'autre. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas être les deux, en fait. Ou alors on n'écoute pas ce que les gens disent, ou alors ça ne compte pas ce qu'ils disent. Mais on ne peut pas défendre une leader qui défend la polygamie, dont le frère a violé un détenu, dont les autres frères ont essayé d'intimider ce détenu. On ne peut pas soutenir un comité qui, au fond, contribue à silencier la parole de victimes de viol et être MeToo. Et à un moment donné, il faut choisir son camp. On peut se battre pour les brutalités policières et on peut se battre contre les viols, mais avec d'autres comités. Il y en a d'autres. Et donc, au niveau du monde artistique, malheureusement, des gens finissent par un peu en revenir, mais il y en a beaucoup qui sont allés dans cette direction. Et ça donne là aussi des inquiétudes chez les agents qui commencent à se poser des questions de si leurs talents peuvent accepter tous les rôles. Quand on voit les polémiques, celles là aussi qui viennent des États-Unis, mais qui ont un impact ici, quand on voit que Scarlett Johansson a dû refuser de jouer, par exemple, une transgenre, une proxénète transgenre d'Angel dans un film, ce qui fait que le film d'ailleurs ne s'est jamais monté, du coup on l'attend toujours. Quand on voit que Zoé Saldana, je crois, s'est excusée d'avoir joué Nina Simone parce qu'elle était trop claire et qu'elle n'aurait pas dû jouer le rôle d'une femme qui était plus foncée qu'elle. Quand on voit que Viggo Mortensen a dû passer une partie de la promotion de son très beau film sur deux homosexuels garçons à expliquer qu'il était légitime à faire un film sur ce sujet parce que personne ne connaissait sa vie privée, qu'il n'avait pas envie de s'expliquer, de dire s'il était hétérosexuel ou homosexuel, il voulait juste être jugé sur son film. Toutes ces polémiques, les agents les entendent, les comédiens les entendent et les intègrent. Et donc aujourd'hui, honnêtement, et je le vis parce que je suis en train de monter justement un film où il y a évidemment des personnages qui me ressemblent, mais donc des personnages aussi minoritaires, et je sais que ça devient plus difficile de trouver des noms connus sur ces rôles-là, parce que toutes ces questions se posent. Est-ce que la personnalité de l'acteur correspond bien au personnage ? Alors vous comprenez bien que si on rentre dans cette mentalité, encore une fois identitaire, et qu'on la plaque sur le cinéma, le jeu de rôle n'est plus possible, parce que c'est quand même la base du cinéma, le jeu de rôle universaliste. Donc ça veut dire que, alors il y a des choses qui sont légitimes, on peut se poser la question, il faut toujours qu'il y ait une forme de vraisemblance pour qu'on y croie. Mais ce n'est pas la même chose la vraisemblance et l'adéquation entre l'identité biologique et un personnage. Alors on a une chance, c'est que là récemment, la dernière polémique, la dernière vague de gens froissés sur Internet n'est pas venue pour une fois de l'extrême gauche, mais elle est aussi venue de l'extrême droite. Et c'est à propos de la série Lupin sur Netflix, où Omar Sy d'ailleurs n'interprète pas Lupin, il interprète un gentleman cambrioleur moderne qui est fan de Lupin. Mais je dois le dire, moi je m'en fous, même il aurait pu vraiment interpréter Lupin, j'aurais trouvé ça très bien si c'était bien fait, si l'ambiance était prenante, et voilà, vraiment. Mais de fait, il y a des gens qui n'ont pas supporté qu'Omar Sy, noir, joue quelqu'un qui, de près ou de loin, se revendique de Lupin. Alors on n'a pas compris si c'est parce que c'est Maurice Leblanc qui avait écrit Lupin, qu'il pensait que tous les gens devaient être blancs, du coup, dès qu'on disait Lupin. Mais c'est la même mentalité, en réalité. C'est la même mentalité que l'extrême gauche sectaire qui voudrait que les personnages trans ne soient joués que par des trans, ce qui veut quand même dire que du coup les acteurs trans ne peuvent pas jouer des personnes cisgenres. C'est cette assignation identitaire qui ne déconstruit rien et qui au contraire renforce les préjugés essentialistes, renforce cette sacralisation de l'ADN et de l'ethnique qui va jusqu'à découper en morceaux nos libertés, notre capacité de créer, et il faut vraiment y résister parce que c'est étouffant en fait, ça met des frontières, ça empêche de s'inspirer. Le fait de s'inspirer d'une autre culture ou d'être capable de se transposer dans une autre identité ne devrait pas être la chose qui terrorise des antiracistes. Enfin, normalement, c'était le monde pour lequel on se bat. En fait, on se bat pour un monde où les identités sont fluides, où on s'identifie à l'autre et où il y a moins de frontières, moins rigides entre les identités. Et c'est fou, mais c'est fou en fait.
de voir des jeunes étudiants brillants, souvent très, très, pour le coup, privilégiés socialement, faire des études qui leur apprennent, parce que c'est souvent à la fac qu'ils apprennent ce genre d'énormité, qui leur apprennent à être de vieux cons sectaires. J'aurais presque envie de proposer ça comme mot de la fin, mais j'ai quand même envie d'encore te poser une question sur l'appropriation culturelle, parce que tu parles de frontières, et justement, voilà un domaine où je trouve que ce n'est pas toujours évident de placer la frontière. Et d'ailleurs, tu intitules un des chapitres Hommage ou pillage. Hein, alors, où est-ce qu'on met la frontière entre l'hommage et le pillage, justement, quand il s'agit de s'approprier des tresses africaines, un costume d'Indien, un bol de riz, une pizza, etc. etc. Enfin bon, Voilà, comment on fait? sauf que ces deux mots, tu les as rappelés, hommage ou pillage. Posons-nous la question. C'est pas la même chose de dire il y a un problème lorsque des musées font du commerce sur l'exposition d'artefacts africains qui ont été obtenus dans des conditions douteuses, qui n'ont jamais été restitués, alors qu'on sait qu'ils n'ont pas forcément été acquis dans des conditions légitimes et légales. Là, on peut parler de pillage, et donc je pense que la question de l'appropriation culturelle se pose, et c'était quand même le sens initial du terme tel que défini par exemple par Oxford. Et ensuite, ce terme a dérivé et toujours de la même manière. Il y a toujours des avocats américains qui se mettent au milieu et qui ont décidé d'en faire un business. Là, en l'occurrence, il y a une avocate blanche américaine, spécialiste du copyright, ça n'est pas anodin, qui a décidé que non, il fallait un peu élargir la définition et qu'en fait, appropriation culturelle, c'était que chaque fois que quelqu'un s'inspirait d'un autre groupe, d'une autre culture, sans demander l'autorisation. Alors c'est super pour les avocats, parce que s'il faut demander l'autorisation chaque fois que vous fredonnez un air, que vous faites un bol de riz et que vous commandez une pizza, et si vous n'êtes pas italien, évidemment, chaque fois il faut recourir à un avocat, ça leur fait beaucoup de contrats en perspective. Évidemment, elle n'avait pas imaginé que ça irait jusque-là, mais elle a fait dériver la définition. Et ensuite, des groupes antiracistes un peu identitaires, et donc pas extrêmement subtils, sont allés jusqu'à l'étendre au fait que pour eux, le truc le plus grave dans le monde qui se passe aujourd'hui, il y a vaguement l'effet que les Ouïghours sont un camp de concentration. On est heureux qu'ils se soient aperçus de ces discriminations réelles, mais on sent bien que c'est au même niveau que les micro-vexations. C'est-à-dire que ce qui se passe en Chine avec les Ouïghours, c'est du même ordre que de faire une recette asiatique à la cantine qui ne correspond pas à la recette initiale. C'est du même ordre que Pharrell Williams est posé pour un magazine avec une coiffe amérindienne, ou que Katy Perry se soit fait des dreadlocks. Vous voyez, pour eux, c'est la fin du monde en fait. Et il faut voir vraiment cette vidéo où Katy Perry s'excuse en larmes auprès d'un militant de Black Lives Matter de cette fée des dreadlocks, et où elle explique qu'elle n'avait pas compris qu'en tant que femme blanche, elle ne pouvait pas porter des tresses. Rappelons les tresses africaines parce qu'elle ne pouvait pas comprendre à cause de la couleur de sa peau ce que voulait dire la force de cette culture. Je veux dire, quand on en est à essentialiser les êtres à ce point-là, à les humilier à ce point-là, je ne vois pas d'autre mot qu'un processus sectaire. On est devant un processus sectaire d'assignation ethnique. Et là, encore une fois, je ne comprends toujours pas le rapport avec l'antiracisme, ni avec son objectif initial. Moi non plus. Mais je propose peut-être qu'on en reste là pour cette première première vague, si je puis dire, pour utiliser un terme à la mode. Hein. Et Sylvie, qu'on te rende le micro pour la suite de la conversation. Oui, mais j'ai déjà une question de Nicolas qui demande, lorsqu'on aborde la problématique que vous soulevez dans votre livre, cela se rapporte aux jeunes, qu'ils soient adolescents ou millennials, ne pensez-vous pas qu'il y a aussi un problème de la même ampleur avec certains de leurs enseignants ou de leurs professeurs qui utilisent leur fonction d'enseignement pour faire du militantisme et gaver leurs élèves de propagande qu'ils font passer pour une discipline? Autrement dit, le prof ou enseignant qui confond enseignement et militantisme n'est-il pas une des sources principales des offenses que ressent cette génération? Ah si, clairement. Bien sûr, moi quand je parle de génération offensée, je mets le curseur sur le fait que c'est l'antiracisme qui vient. Mais il a été forgé, cet antiracisme, et son simplisme a été transmis et forgé par des enseignants de notre génération, et même de la génération un tout petit peu d'avant. Ça a commencé, encore une fois, aux États-Unis dans les années 80. Donc,
moi, j'ai discuté, par exemple, avec une jeune militante colleuse pour elle. On a eu un échange avec Delphine Orvieler, Tania de Montaigne, et une autre féministe. Et c'était frappant de voir à quel point quelqu'un de bonne volonté, qui est une jeune féministe, qui passe par là où on est toutes passées à 20 ans, quand on découvre la violence de la domination masculine, c'est un moment extrêmement troublant, extrêmement perturbant, qui vous fait vaciller honnêtement, tellement vous prenez d'un coup, vous commencez à regarder tous les signaux de cette domination et vous en voyez quand même beaucoup et partout. Mais mais rien n'allait. En fait, on se comprenait sur à peu près, on se comprenait bien sur la domination masculine, mais rien sur la façon de l'aborder et d'y résister. Et réellement, c'est un effet des cours d'université qu'elle a reçus, mais très clairement. Aujourd'hui, tous les groupes que l'on voit les plus fous dans le féminisme sont des étudiants de Paris 8, de Paris 7, qui sont dans des départements décoloniaux ou sur les genres, qui sont en pleine dérive. J'ai pas de problème à ce que les enseignants soient militants, on l'est tous. Mais c'est un problème quand le militantisme devient à ce point-là abrutissant. C'est-à-dire que le militantisme, ça peut être engagé, concerné par l'état du monde, mais à ce point-là, refuser la complexité. C'est-à-dire que quand ça devient un refus total de la complexité intellectuelle, ça ne peut pas être enseigné à l'université. Ça, le refus de la complexité ne peut pas être la base. On n'est pas au catéchisme, ça n'est pas une morale qu'on enseigne à l'université. On enseigne un esprit critique, à penser par soi-même, à partir de ses tripes peut-être et de ses convictions, mais à penser. Or, le vrai problème de ces enseignements-là et de ces enseignants-là, c'est qu'ils enseignent une morale qui ne se discute pas. Il y a le camp du bien, il y a le camp du mal, et toute personne qui a la moindre divergence, et en priorité, toute personne qui est antiraciste de façon universaliste, est dans le camp du mal, est démonisée et doit être mis à l'index. Et je ne parle même pas de ceux qui vont jusqu'à faire des campagnes en islamophobie en se fichant pas mal de si ça peut finir par couper la tête de la personne qui est désignée. Je suis au cran un corps d'avant. Mais c'est cette vindicte qui est un vrai phénomène de meute. C'est-à-dire qu'en fait, on duplique à l'université des mécanismes de trolling, de mise à l'index et de prise en chasse qui sont ceux des réseaux sociaux. Et c'est là où ça ne va plus. Parce que les réseaux sociaux fonctionnent comme ça, l'outil l'induit. Et l'outil, on ne pourra pas trop y résister. De ce point de vue-là, ça va de pair avec l'outil qui a d'autres qualités par ailleurs, mais c'est son gros problème. On peut réguler les réseaux sociaux. Je suis pour. Je pense qu'on vit dans un paradoxe absolument fou, où d'un côté, sur les réseaux sociaux, tout se dit, tout est permis, l'insulte, l'incitation à la haine, l'assignation raciste, sexiste, homophobe, antisémite à longueur de journée, le complotisme. Et dans nos vies réelles, il est de plus en plus difficile de parler et de penser. Et c'est à l'université que c'est le pire, que ça commence à devenir de plus en plus difficile. Ça n'est pas possible. On ne peut pas fonctionner à l'envers à ce point-là. Ça devrait être le contraire. Il faut réguler les réseaux sociaux et il faut réouvrir les cerveaux à l'université pour que les écoles et les universités soient des fabriques, un esprit critique, antidote à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Par rapport à ça, j'avais envie peut-être d'embrayer 2 minutes pour avoir ton avis sur les études de genre qui se développent de façon apparemment assez impressionnante et que moi je voyais au début avec un œil assez positif. Et puis quand je vois ce qui en sort aujourd'hui, j'ai parfois l'impression qu'on est exactement dans ce que tu dénonces, dans cette dérive sectaire, dans cette lecture hyper simpliste du monde et des rapports pour le coup de genre et de sexe. Quel regard est-ce que tu poses là-dessus? Oui, et comme toi, moi, je fais partie des gens qui ont souhaité ces études de genre. J'étais ravie qu'elles arrivent en France, mais elles n'étaient pas du tout de ce niveau-là. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est pas la question. Le problème n'est pas qu'il y ait des études de genre, même si moi, j'aimerais que ce soit plus transversal et qu'au fond, ce soit intégré dans chaque discipline, plus que ce soit une discipline en soi. Le problème, c'est le niveau des enseignants qui animent ces départements et ces études, qui effectivement, en fait, sont très mauvais, tout simplement. Ils sont uniquement militants et ils sont très mauvais en rhétorique, ils sont très mauvais pour penser contre eux-mêmes et ils ne sont pas du tout dans la pédagogie de la complexité. Et donc, du coup, quand on a des enseignants aussi simplistes, même si la théorie du genre peut être un outil de déconstruction, peut être un outil de stimulation intellectuelle, peut être un outil d'esprit critique, si on en fait un catéchisme moraliste et simplificateur, on les a de fait décrédibilisés.
Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que même s'il y a quelques bons au milieu de tout ça, il y a encore des profs féministes. Bien, moi, je connais même des profs féministes intersectionnels qui font encore des cours du féminisme intersectionnel des débuts. C'est-à-dire vraiment de Kimberly Crenshaw, d'essayer de justement travailler la question multifactorielle, la question de l'origine, la question du genre, la question de la classe sociale, et qui essaient d'articuler tout ça en même temps. C'est les derniers Mohicans. Et elles ne sont pas toutes jeunes, honnêtement, on va se le dire franchement. La relève, qui malheureusement a été cooptée par les plus mauvais, qui se sont cooptés entre eux, la relève, elle est affligeante. Affligeante. Alors, il y a 2-3 questions là, qui sont arrivées. Peut-on dire que la grille de lecture raciste a été validée par les antiracistes en la reprenant à son compte plutôt que de la déconstruire? La grille de lecture raciale, clairement. D'ailleurs, le mot racial que nous n'utilisions pas en Europe, et on sait pourquoi, on sait que c'est la croyance en l'existence de races différentes qui a mené au nazisme. Et donc nous, comme l'Europe sort du nazisme, nous avions cette intelligence d'avoir déconstruit cette sacralisation de l'origine ethnique au point de croire que nous étions des races différentes. Et donc on n'utilisait pas le mot racial, on utilisait le mot raciste. Il n'existait pas de race, mais il existait des racistes. C'était le regard de l'autre qui, en vous assignant à une part visible de votre identité et en vous y réduisant, créait l'impression d'une race, alors que biologiquement, on peut tous se mélanger, faire des enfants ensemble, donc ça n'a aucune pertinence. Aux États-Unis, qui sortaient de la ségrégation et pas du nazisme, même s'ils nous ont libérés du nazisme, ils n'ont pas expérimenté de la même manière, au fond, ce processus. Eux, leur sortie du racisme, qui n'était pas un racisme exterminateur, mais qui était un racisme de ségrégation et de séparation, a été de multiplier les cases au lieu de les déconstruire. C'est-à-dire qu'au lieu de dire les races n'existent pas, ils ont dit oui, il y a des noirs et des blancs, mais il y a aussi des métis, et puis ils sont arrivés à 186 cases ethniques, parce qu'ils n'arrêtent pas d'en rajouter, parce qu'il y en a toujours une qui manque, même puisqu'elle ne correspond en fait à rien biologiquement, et donc c'est que des rapports de force politiques, etc. Mais le fait de multiplier les cases au lieu de les déconstruire a rigidifié la croyance dans l'existence des races, et comme en anglais, le mot race ne veut pas dire exactement la même chose qu'en français, mais qu'on l'a importé tel quel. Et moi, j'en veux beaucoup à des gens comme Martine Aubry, et je m'y étais opposée à l'époque, qui ont mis dans tous les commissariats de France SOS discrimination raciale, au lieu de mettre SOS discrimination raciste avec un numéro vert. Et c'est passé ensuite par les documents en anglais de la Commission de l'Union européenne, par l'ONU. On s'est mis à adopter ce mot racial comme si, et à réimporter le mot race. Et on s'est mis à valider cette grille de lecture qui était à la source des préjugés, qui était à la source de la pensée identitaire. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Au moment où on était tous connectés au reste du monde et en même temps affolés de voir qu'on était si nombreux et si compliqués, tout le monde s'est replié sur la question identitaire sans l'avoir déconstruite. Et donc, on s'est retrouvés piégés. Merci. Alors, une autre question. Caroline, a-t-elle eu des expériences réussies où des gens brillants antiracistes devenus extrémistes et finalement, après argumentation, évolué vers une position plus équilibrée où ils peuvent continuer leur combat antiraciste sans sombrer dans les simplismes eux-mêmes sectaires? J'ai envie de vous dire mais ce serait présomptueux, que moi j'aurais pu tomber dans une forme d'identitarisme jeune à 20 ans. Sans doute, à des moments de ma radicalité, j'ai pu être extrêmement dans une pensée où je me disais que tout hétérosexuel était porteur de la domination hétérosexiste, ce qui n'est pas entièrement faux. Mais par contre, ça n'a jamais été Je me suis jamais dit qu'on allait gagner l'égalité en demandant aux hétérosexuels de s'excuser d'être hétérosexuels. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Enfin, je me disais que ça n'allait pas être très efficace quand même. D'abord, je savais que numériquement, on n'allait pas bien s'en sortir, et que quand même le meilleur moyen d'obtenir des droits, c'était quand même de demander juste l'égalité et la fin des discriminations. Honnêtement, quand je vois des jeunes, et j'ai beaucoup de discussions, de Zoom, avec plein de jeunes qui commencent à faire évoluer leur vocabulaire. Le livre vient les chatouiller. Non, c'est muet maintenant. Et certains s'en emparent vraiment. Quand ils sont de bonne volonté, et ils sont juste au début, c'est simplement qu'ils sont au début de leur antiracisme, au début de leur féminisme. Donc tout ça est extrêmement, encore une fois, perturbant. S'ils n'ont pas passé 5 ans à la fac à se faire laver le cerveau, honnêtement, leur curiosité naturelle, leur agilité fait qu'on peut les faire revenir, on peut leur faire comprendre qu'il vaut mieux faire la convergence des luttes que l'intersectionnalité, où il s'agit de silencier l'antisexisme au nom de l'antiracisme, parce qu'en réalité, c'est ce que c'est devenu aujourd'hui. On peut.
on y arrivait. Par contre, on est devant des gens très, très, très brillants, et j'en connais quelques-uns, parce que il y en a avec qui je me suis battue contre l'homophobie et que je me suis battue pour le Pax, qui ne sont pas des idiots, hein, et que je retrouve dans ces causes aujourd'hui identitaires à me traiter d'islamophobe, alors qu'ils savent très bien que ce n'est pas le cas. Donc je sais très bien que ce n'est pas de l'idiotie, c'est du cynisme. Ils le font parce qu'ils ont un business à défendre et parce que leur rôle dans les médias, eux, ils estiment que c'est comme ça qu'ils l'obtiennent. Leur place à l'université, dans les médias, c'est comme ça qu'ils l'obtiennent. Donc ces brillants-là, cyniques, j'en attends rien. Je pense qu'ils ne reviendront pas, à moins de leur faire peur et de leur dire, attendez, maintenant, tout est sur la table, on vous voit, et donc, à un moment donné, non, en fait, prenez le sectarisme, ne vous fera pas monter professionnellement. Là, oui, ceux-là, du jour au lendemain, ils changeront, parce qu'ils ne sont guidés que par leur intérêt. Mais les jeunes sincères et brillants qui peuvent s'égarer et en revenir, oui, tant qu'ils ne sont pas devenus profs. Sylvie, je ne sais pas si tu as vu qu'il y avait des questions dans le chat aussi. Oui, oui, j'ai vu, il y a quelqu'un justement à propos des profs qui demande l'enseignant ne devient-il pas un bouc émissaire à qui on incrimine tous les mots de son discernement dans le but de le discréditer? Je ne sais pas de qui vous parlez, parce que nous, on sort là de moi, ou au contraire, on a tous essayé de rendre hommage au travail des enseignants. Là, je parle des enseignants notamment de lycée et de collège qui sont en première ligne, qui n'osent plus aborder certains thèmes dans leur classe parce qu'honnêtement, ils vont se faire prendre en chasse et on sait comment ça peut finir. Donc non, ce n'est pas l'enseignant. La plupart des enseignants sont ceux qui, encore une fois, souvent collège et lycée, essaient de continuer à faire vivre cet universalisme, cette complexité, à éveiller l'esprit critique de leurs élèves, mais au prix, honnêtement, d'un immense courage. Et ils ne dorment pas très bien. Et ils regardent derrière leur épaule quand ils sortent de leur lycée et quand ils rentrent dans leur voiture. Non, on parle, et évidemment qu'il existe toujours des sociologues, des politologues. Le dernier livre de Gérard Noriel et Stéphane Beau est intéressant. Moi, ce sont des chercheurs que je lis depuis des années, avec lesquels je ne suis pas toujours d'accord, mais qui sont profondément passionnants, complexes. Et bien sûr que de façon corporatiste, ils n'aiment pas qu'on aille dire qu'il y a des problèmes à l'université. Donc, ils vont commencer par dire c'est abominable de jeter la pierre sur l'université, tous ces gens qui ne veulent pas comprendre la dureté de notre métier. Mais enfin, personne n'a jamais dit que c'était toute l'université le problème. On parle de départements spécifiques, on parle d'études spécifiques et on parle de filières spécifiques, qui sont des filières de cooptation sur les questions décoloniales et de genre, qui sincèrement amènent une pensée simplificatrice. Et toute personne qui leur résiste, y compris de grands chercheurs comme Gérard Noriel, par exemple, se fait, mais incendier. Regardez les réactions à leur dernier livre, qui pourtant n'est qu'un appel à la complexité. J'avais une question. Vous dites que donc, dans les grandes universités américaines, on en vient à émettre des avertissements avant d'étudier des grands textes pour ne pas froisser certains étudiants. En France, le grand syndicat l'UNEF, le grand syndicat étudiant l'UNEF, se bat pour faire interdire la lecture des textes de Charles. Que peut-on faire à notre échelle pour éviter que la police de la culture ne s'insinue partout? Parce que là, elle est déjà bien... Ouais. Ou alors c'est trop tard. Enfin, Non, mais il faut réinvestir le terrain syndical et le terrain associatif, vraiment. C'est-à-dire qu'il faut absolument que, association par association, la ligne universaliste, antiraciste et laïque pose le débat et demande des arbitrages. Parce qu'effectivement, il n'y a rien de plus grave que ça. Il n'y a rien de plus grave de savoir que l'UNEF est aujourd'hui noyautée, l'UNEF Paris en tout cas, noyautée par des gens d'un niveau, mais qui tiennent des propos et qui ont pour obsession d'attaquer des gens déjà morts, hein, en plus, comme Charb, et empêcher qu'on puisse lire ses livres posthumes à l'université. La FCPE, par exemple, Fédération des parents d'élèves, qui attaquent le rapporteur Aubin pour avoir tiré la sonnette d'alarme il y a des années sur ces questions-là. Ce sont des empêcheurs d'alerte. Des brouilleurs d'alerte qui viennent des syndicats. Ce n'est pas tolérable. Réellement, ça n'est pas tolérable. Ça ne peut pas venir de là. On a suffisamment de problèmes avec justement des radicaux, des extrémistes, des intégristes, pour que les syndicalistes, les féministes et les antiracistes ne viennent pas leur faciliter la tâche et porter plainte contre eux, les lanceurs d'alerte, ceux qui résistent, ceux qui essaient de se battre pour la complexité. Ce n'est pas possible. C'est là le problème en réalité. Donc il faut
syndicat après syndicat, association après association, université après université, ne pas laisser passer. Ne pas laisser le pas de vague gagner et ne pas laisser passer. Il y avait une question aussi dans le chat qui portait sur la différence que tu fais entre l'offense et l'insulte. Mais la différence, c'est que l'insulte, c'est très clair, c'est que c'est un propos violent qui vise à vous humilier. Et quand en plus c'est un propos violent qui vise à vous humilier pour qui vous êtes, c'est-à-dire de façon homophobe, sexiste, raciste, antisémite, ça n'est pas la liberté d'expression, hein, ça relève de la loi. Et ça relève de l'incitation à la haine. Et ça peut se porter dans des tribunaux où en tout cas on peut y répondre très sèchement et très vertement. L'offense aujourd'hui commence bien au-delà de ça, bien avant ça. Ça commence à la divergence, ça commence à la nuance. Ça commence parce qu'on trouve insupportable, encore une fois, qu'un artiste antiraciste blanc fasse une peinture sur un sujet qui concerne le racisme anti-noir. Ça concerne... Alors, toute la question des micro-vexations, c'est compliqué parce que bien sûr qu'il y a de fait des questionnements, surtout des questionnements répétés. Quand quelqu'un, toute la journée, 8 fois par jour, on lui demande de quel pays il est, alors qu'il est né en Belgique ou qu'il est né en France, à la fin de la journée, il a été assigné par la répétition de ces questions insistantes, exotiques et déplacées. Donc ça, oui, j'entends que ce sont des micro-vexations qui posent problème. Je dis juste qu'on ne peut pas y répondre de la même manière que des discriminations formelles, réelles et plus graves. Il faut adapter, en fait. Il faut être proportionnel dans sa façon de répondre. Moi, pareil, en tant que lesbienne, il y a plein de choses qui me gonflent. Des mecs lourds, j'en ai entendu toute ma vie. Mais j'estime pas que c'est à chaque fois l'équivalent d'un génocide, en fait. Non, ça s'appelle une micro-vexation, c'est pénible, je leur réponds. Et en plus, on s'améliore avec le temps, on est de mieux en mieux et on développe de la répartie face à la micro-vexation. C'est ça, au fond, la réponse. De la répartie. Un peu de mépris et de la répartie. Mais on ne va pas mobiliser des tribunaux, la société, comme s'il s'agissait d'un crime qu'il fallait exécuter en place publique. C'est la même chose sur toutes les questions de débat aujourd'hui sur la libération de la parole sur MeToo, qui est évidemment, on en a rêvé comme féministe, et ça arrive, et ça fait changer la honte de camp, et il le faut. Et tant mieux si même des fois des hommes qui n'ont pas commis des crimes tremblent un peu et se posent des questions avant de commettre certains actes, de tenir certains propos. Mais pareil, on ne peut pas mettre tout sur le même plan. Un geste déplacé, c'est une agression, mais c'est une agression isolée. Ça n'est pas la même chose que du harcèlement sur son lieu de travail où on est prisonnier de son supérieur hiérarchique à cause de cette répétition. L'inceste, c'est l'inceste. Le viol, c'est le viol. Et on ne peut pas mettre tout sur le même plan. On doit avoir l'intelligence de ce discernement-là, de même que on a vu dans ces affaires toutes ces polémiques qui ne vont pas finir, hein, on va passer les 10 prochaines années de débats médiatiques là-dessus. On voit mettre parfois sur le même plan, avec une réaction choquée, un commentaire déplacé et l'acte lui-même. On a l'impression qu'un commentaire déplacé sur un acte gravissime, c'est aussi grave que l'acte lui-même. Et ça, c'est tout le problème de la décontextualisation, de la perte de discernement, de la perte d'esprit critique, on y revient, et de l'emballement émotionnel en réalité. C'est-à-dire que vraiment, le phénomène de meute, là aussi les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien, mais ça induit même, à mon avis, des phénomènes qui finissent par être cognitifs. On a une façon de réagir qui est ultra rapide, ultra interactive et ultra émotionnelle. Et ça n'est pas... l'émotion n'est pas la meilleure conseillère, hein. On a juste envie de rappeler un peu de contexte, un peu de raison, un peu de calme, un peu de sagesse. Et en même temps, enfin, si je peux me permettre de rebondir encore une fois sur ce que tu dis, moi ce qui me frappe, donc tu dis effectivement qu'on met parfois des choses sur le même plan alors que le niveau de gravité ou le degré de gravité n'est pas du tout le même. Moi ce qui me frappe aussi, c'est parfois le fait que l'inversion enfin, c'est l'inversion du rapport de gravité. Enfin, je pense notamment par exemple à la décapitation de Samuel Paty, où j'étais frappée de voir quand même des gens finalement avoir l'air de trouver que c'était quasiment plus grave d'avoir montré une caricature du prophète Mahomet que d'avoir été décapité. Enfin, quelque part, finalement, là où il situait la gravité, c'était dans l'offense justement faite aux croyants, hein, en l'occurrence aux musulmans, plutôt que dans ce qui était arrivé finalement très malheureusement au professeur qui avait commis cette provocation. Enfin, c'est quand même assez
Non, moi, j'ai eu le cas avec mes étudiants aussi, d'ailleurs, hein, où je leur présentais une situation, je leur disais, voilà, vous venez de résumer la situation, enfin, ce qui était arrivé à Samuel Paty, et un de vos élèves vous demande, mais comment se fait-il qu'on ait le droit de caricaturer le prophète Mahomet? Comment répondez-vous? Et j'ai des étudiants bien braves qui expliquent l'importance de le blasphème, blablabla, etc. Tout un truc très théorique. Et je leur dis, mais ça ne vous vient pas à l'esprit de simplement bondir en disant, mais le seul truc qui te choque dans l'histoire, c'est qu'on puisse caricaturer le prophète. Enfin, je viens de te raconter en long et en large qu'il y a un type qui s'est fait décapiter en France au XXIe siècle, et le seul truc, toi, élève, qui te choque, c'est qu'on puisse caricaturer le prophète. Enfin, et donc là, il y a vraiment une inversion des valeurs, me semble-t-il. Ah, total. Non, mais c'est bien le problème de cette échelle des valeurs, effectivement. C'est-à-dire qu'on est dans le règne de l'émotion, où tout se vaut, et où finalement la seule hiérarchie qui est faite, c'est une hiérarchie communautaire et identitaire. C'est-à-dire que les gens n'analysent pas la gravité d'un crime, et on ne hiérarchise plus, on ne hiérarchise plus rien. Tout est vertical, mais dans cette verticalité, il y a une seule chose qui fait en fait le tri, c'est quelle est la communauté concernée. Est-ce que c'est mon identité qui est touchée? Donc, est-ce que ça touche les musulmans, les juifs, les homosexuels, les femmes? Et le seul moyen, et c'est triste en fait, le seul moyen d'arriver à faire un peu évoluer des gens qui sont dans cette grille de lecture, quand on leur dit, mais vous voyez bien que c'est un problème, la montée de l'intégrisme quand même, vous voyez bien que ce sont des gens qui sont racistes, qui sont sexistes, qui sont homophobes. Il y a plein de gens qui, au nom du féminisme intersectionnel, sont des alliés objectifs aujourd'hui de l'intégrisme, musulman notamment, qui sont embêtés. Ils vont vous dire, ah oui, c'est embêtant qu'ils soient homophobes. Ils voudraient bien garder tout le reste, mais dès que ça devient raciste et que ça touche une autre communauté, ils sont embêtés. Alors vous pouvez enlever comme ça des communautés par des communautés, ils sont embêtés, mais il reste toujours un petit peu un noyau problématique antiféministe de base, et comme féministe, ils ne l'avaient pas vu. Mais ils n'arrivent pas à penser autrement. Ça n'est plus une pensée qui est verticale et qui se dit qu'est-ce qui est le plus grave et qu'est-ce qui est le moins grave. La question, c'est de savoir au niveau linéaire quelle est la communauté touchée et laquelle est la plus victime. Et c'est ça l'ordre de pensée et c'est ça le mode de pensée. C'est pour ça que Dieudonné a fait aussi tant de dégâts et a eu tant de succès. La rhétorique du deux poids, deux mesures rentre parfaitement dans ce registre comptable, émotionnel, identitaire. On compte les points, mais on ne sait pas du tout hiérarchiser les valeurs. Il y avait une autre question qui portait sur une communauté dont on n'a pas encore beaucoup parlé, qui est la communauté trans. Et donc la question, c'est donc les revendications de certains militants trans ne sont-elles pas problématiques? Je pense aux trans hommes devenus femmes qui veulent avoir accès aux compétitions de sport féminin, aux vestiaires féminins ou aux prisons de femmes, y compris quand ils ne sont pas opérés. Qu'en pense Caroline? Vous voulez ma mort, en fait. Vous voulez ma mort. Vous pensez que j'ai pas assez d'emmerdement, en fait. J'ai les Russes, les islamistes, mais non. Il faut que je me fasse en plus incendier par les trans. Juste on est en visioconférence, donc ça va, profites-en. Oui, mais enfin... Personne ne t'attend à la sortie. Non, à la sortie, non. Mais alors, juste pour que vous compreniez mon parcours. D'abord, moi, comme présidente du Centre gay lesbien, au moment de la bataille pour le Pax, à une époque où ces questions-là, on ne peut même plus dire transsexualité aujourd'hui, mais sur la transgression des genres était totalement tabou. J'ai mené un vrai combat avec les assos trans pour justement articuler les luttes homo et trans. Et moi, j'ai connu l'époque où mes copines trans, et malheureusement ça arrive encore aujourd'hui, des gens allaient leur toucher le bras pour savoir si c'était de la vraie peau et leur tirer sur les cheveux. Voilà, j'ai connu cette époque-là. Donc je comprends l'hyper-émotivité des militants trans, et je sais aussi que quand on est dans cette transition, tout propos, toute contestation de son identité, de sa légitimité est vécu comme une négation de soi-même et donc rend malheureusement parfois aussi... J'en parlais avec une mère trans qui est géniale d'ailleurs et qui, elle, n'a pas du tout justement mené sa campagne de façon victimaire, ni là-dessus. Elle a vraiment mené campagne sur son programme. Elle a été élue et je pense qu'en plus, c'est une très bonne mère et qui est un peu effrayée par les nouvelles générations qui justement n'arrivent plus à faire la part des choses entre leurs émotions, les débats de société, la raison, la négation. J'ai envie de vous dire, sur les questions des compétitions physiques, il faudrait arriver à dissocier en fait un vrai parcours de transformation, c'est-à-dire quelqu'un qui, parce qu'aujourd'hui on le sait notamment, on a des manipulations, les Russes savent faire ça très bien depuis des générations. Je veux dire, si quelqu'un change de sexe pour pouvoir avoir des facilités dans une catégorie sportive, évidemment que c'est un problème. En revanche, si quelqu'un profondément
ne se sent pas de ce sexe-là. Et toute sa vie, sa trajectoire, c'est d'être en conformité, son identité, son sexe biologique, et que par ailleurs, c'est quelqu'un qui a envie d'être sportif, ça m'est difficile de lui refuser. Mais je ne suis pas capable de vous dire comment est-ce qu'on trie ces deux parcours-là. C'est évident qu'à un moment donné, soit les compétitions sportives devront se faire de façon homme ou femme, mais pas en fonction d'être homme ou femme, mais en fonction justement d'un niveau de poids, de muscles et hormonal. Et ce sera ça les 3 critères, sans parler d'homme ou de femme. Et à ce moment-là, la question est réglée. Soit tant qu'on continue à penser en catégorie homme-femme, ça sera très dur de dissocier ces deux approches. Merci Caroline. Sylvie, est-ce qu'il y a encore quelque Je ne chose? vois plus de questions. Alors, je ne sais pas si vous avez encore des questions éventuellement à nous soumettre dans le chat. Ou alors, je ne sais pas. J'ai vu que Sam Touzani nous a rejoint. Oui, je lui ai envoyé en tout cas le lien. Voilà, parce que donc je ne sais pas, Sam, tu n'as pas une question à poser à Caroline? On n'arrive pas à écrire dans le chat. Tu peux exceptionner. Ah bon, comment ça se fait? Bah oui. Alors, prenons quelques questions micro et puis je vous laisse surveiller. Il n'y a pas de micro, moi. Alors, tu peux poser une question. Mais je vois que Jean-Jacques demande que pense Caroline de ce qui arrive à Nadia. Elle est mignonne celle-là. Elle est mignonne, mais on en discutait justement avant que commence la discussion. Évidemment que je trouve ça terrible. Enfin, encore une fois, et j'imagine bien ce que traverse Nadia avec les précédents qu'on vient de vivre en France, et de se dire, voilà, me servir de punching ball à ce point-là, être démonisé à ce point-là dans la période actuelle. Il faut vraiment que les gens soient des irresponsables. Enfin, voilà, c'est des ordures, c'est vraiment des petits tyrans. Ils se croient très malins et ils ne se rendent pas compte que cette façon, c'est du harcèlement, c'est une façon de vouloir t'intimider, de te faire taire, c'est une façon de vouloir te faire peur. Et à un moment donné, effectivement, il faut que la hiérarchie, à tout niveau, à tous les échelons, soit intraitable avec ça et sécurise et rassure les enseignants quand ils sont dans cette situation-là. Sinon, comment avoir le goût de continuer à les débattre, à les transmettre? Donc non, c'est pas rassurant, c'est pas un bon signal. Après, on a toujours su que c'était difficile le débat en Belgique par moment, hein. On s'en est tous aperçus. Je pense que ces chaînes en fait d'intimidation, et alors c'est compliqué parce que nous, on les a un peu gérées par des chaînes de boucliers en face. Depuis les attentats, en fait, il y a de plus en plus de vigilants et des gens de toute sensibilité, de centre droit à la gauche, qui se sont mis à ne plus supporter justement ces prises en chasse et à répondre. Et on a besoin que des gens aillent te défendre sur ces forums et aillent répondre à ces gens-là pour leur expliquer que non, ils ne sont pas en toute puissance et que ces petits tyrans, on les regarde, on les surveille. Alors toujours, il faut garder la dignité qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire ne jamais se mettre à leur niveau, qui est le niveau injurieux, qui est le niveau de la déshumanisation, qui est le niveau du harcèlement. Mais il ne faut pas les laisser croire qu'ils sont tout seuls et qu'on ne les voit pas et que personne n'est en face. Donc c'est important de former ces chaînes-là, de gens qui vont aussi dire « ça suffit ». Arrêtez de mentir, arrêtez de déformer, arrêtez de vous acharner, on vous voit. Merci Caroline. J'ai perdu Sylvie. Ah oui, non, je t'ai retrouvée Sylvie. Je ne te voyais plus à un moment donné parce que la disposition de l'écran a changé. Il y a une question de Quentin. Comment réagir à notre petit niveau à toutes ces dérives citées sans baisser totalement les bras ou se mettre à dos tout le monde? C'est justement par ces chaînes de vigilance, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas, bon après j'ai pas envie si vous n'êtes pas déjà toute la journée sur les réseaux sociaux, j'ai pas envie de vous inciter à le faire parce que ça devient vraiment, là c'est la santé mentale qui prend un coup et on a tous besoin de la préserver, mais j'ai envie de dire que chacun là où il est, très calmement, toujours poliment, toujours en argumentant, peut signaler qu'il n'est pas évident d'être du côté de la meute et du côté du lynchage, du côté de la simplification. Et donc, quand vous entendez quelqu'un traiter quelqu'un d'autre d'islamophobe, si cette personne n'est pas raciste, il faut le rétablir.
Si vous entendez quelqu'un sortir un propos de son contexte, il faut très poliment le recontextualiser. C'est une bataille de chaque instant et surtout, si vous êtes malheureusement déjà sur les réseaux sociaux et présent, il faut calmement et de façon encore une fois argumentée ne pas laisser passer les techniques de manipulation, de propagande, d'intimidation, les nommer, les dévoiler, dire qu'on les a vus. Il y avait une question de Sam Touzani. La gauche en Belgique et en France se fourvoie sur la question de la laïcité, du féminisme uniquement, à votre avis, pour des raisons bassement électoralistes? J'aime pas dire la gauche parce qu'en fait, mon expérience en France, en tout cas, réellement, c'est qu'il y a vraiment de gauche qui sont en bataille permanente sur ces questions et la gauche Charlie va plutôt bien dans l'opinion, dans la société. Elle est vivante, elle est peut-être même un corps majoritaire, pas de beaucoup, mais elle continue à l'être. On a un problème d'incarnation politique pour des raisons un peu conjoncturelles, c'est-à-dire que la gauche plutôt républicaine, tranquille, universaliste, a plutôt à la trahison près de l'Observatoire de la laïcité de Jean-Louis Bianco, mais qui n'est pas des moindres, a plutôt été portée par François Hollande et son Premier ministre Manuel Valls, mais qu'ensuite, une autre gauche a voulu évidemment jouer l'alternative, donc, par définition, là, il y a eu des trahisons. Des gens comme Benoît Hamon, qui il y a quelques années, moi j'avais encouragé à soutenir Ayaan Hirsi Ali quand elle était menacée de mort aux Pays-Bas, n'était pas du tout sur les positions tout à fait conjoncturelles et électoralistes sur lesquelles il est aujourd'hui. C'est à partir du moment où Benoît Hamon a voulu se présenter à Trappes qu'il a clairement revisité son logiciel. Donc là, oui, c'est électoraliste, oui, c'est opportuniste. Et la trajectoire de Jean-Luc Mélenchon est exactement la même. Jean-Luc Mélenchon a fait le calcul, il lui manque 600 000 voix pour... il est persuadé qu'il a raté la présidentielle de peu, et vous ne pourrez pas lui en faire des mordes, il le croit. Et donc, tous les comptes sont bons, toutes les voix sont bonnes, et pour lui, il faut qu'il mette de côté son logiciel républicain laïque, pourtant profond, et même parfois un peu, même moi, j'ai eu des discussions avec lui il y a quelques années où je trouvais que sa laïcité tournée à l'athéisme militant et politique. Non, mais ça, c'est bien rangé. Et aujourd'hui, on a un discours, et ça, c'est impardonnable, mais impardonnable. Parce qu'il peut ranger son courage, ses convictions pour des raisons électoralistes, mais aller jusqu'à dire à tout sujet, et notamment sur des projets de loi qui visent à renforcer les principes républicains et la laïcité, qu'on fait la guerre aux musulmans, que le gouvernement veut faire la guerre aux musulmans après la décapitation de Samuel Paty, alors qu'on sait pertinemment ce que ce genre de déclaration fait dans l'opinion, et à quel point elles radicalisent, à quel point elles polarisent, à quel point elles peuvent tuer. Pour moi, c'est absolument impardonnable. Donc, aujourd'hui, mais aux Insoumis, alors c'est marrant parce que j'ai vécu ça il y a quelques années, quand le parti de Jean-Luc Mélenchon, le parti de gauche, s'est créé, il s'est créé sur des questions économiques, mais il s'est aussi beaucoup créé par désaccord avec le dérapage idéologique et clientéliste du nouveau parti anticapitaliste de Besancenot, qui avait présenté une candidate voilée aux élections. Et je peux vous dire que beaucoup de gens sont allés au parti de gauche par rejet de cette dérive-là. Et Jean-Luc Mélenchon était d'ailleurs plutôt dans cette clarification. Quelques années plus tard, il nous refait une NPA. Il lui arrivera la même chose qu'au NPA. Parce qu'au sein des Insoumis, il y a des gens qui ne sont pas sur ces positions. Alors aujourd'hui, on est à Cuba, donc personne ne peut bouger un orteil et lever le bras. Mais néanmoins, il y a des gens qui ne sont pas sur ces positions. Et la faveur d'un changement de leader, ça se verra peut-être plus. Et au milieu, il y a une gauche. J'ai été invitée par le Parti socialiste quasiment chaque année pour parler de laïcité. Comme chaque année, le secrétaire du Parti socialiste fait des déclarations impeccables, républicaines, laïques, universalistes, pas du tout de l'ordre de celle de la gauche belge, hein, vraiment des positions très Charlie. Mais le problème, c'est que personne ne sait qui est à la tête du Parti socialiste aujourd'hui. On ne les voit pas, ils n'existent pas politiquement et ils n'émergent pas parce que aussi Emmanuel Macron est en train d'aspirer cet espace-là. Et comme Emmanuel Macron, pendant longtemps, on n'avait pas de position sur ces sujets, c'était pas ces sujets et se gardait bien de prendre des positions trop tranchées, il y avait encore un espace pour que la gauche puisse le dire haut et fort. Aujourd'hui, Macron s'est emparé de ces questions. Il en a fait des questions régaliennes et honnêtement, il a plutôt révisé son logiciel. Le projet de loi qui renforce les principes républicains et laïques est plutôt bon. Il y a des décisions concrètes qui sont prises qui sont plutôt bonnes pour renforcer la laïcité au quotidien.
ça va peut-être lui valoir de se faire tuer un jour, hein, parce qu'il faut voir les campagnes de désinformation, notamment des réseaux turcs contre Macron. On est de l'ordre de la demande de mise à mort, hein, pour le traiter d'islamophobe, etc. Donc, au prix d'un certain courage, il a cette clarté aujourd'hui. Et du coup, malheureusement, par effet de ricochet, la gauche se fait encore moins entendre. Mais honnêtement, cette gauche laïque, elle existe en France, vraiment. Oui, c'est en Belgique qu'elle est un petit peu moins divisée. Enfin, je crois notre gauche est plus unanimement intersectionnelle. Enfin oui, je crois qu'il faut vraiment chercher beaucoup pour trouver à gauche des universalistes en Belgique. Il y a un message de Viviane, je ne sais pas si tu as vu. Oui, j'ai vu le message. Oui, excuse-moi, je vais en profiter. Effectivement, donc Viviane Teitelbaum qui dit en Belgique, ce sont surtout les Verts, donc écolos, qui sont communautaristes, tenant des luttes intersectionnelles et proches des islamo-gauchistes. Le reste de la gauche est divisé et trop timide sur la laïcité et la lutte universaliste. Oui, enfin, je suis un peu moins optimiste que Viviane, disons que... Mais je crois que nos constats se rejoignent et j'en profite pour enchaîner avec Sam qui te demande, Caroline, si tu envisages de faire un jour de la politique. Non, écoutez, épargnez-moi, non, vraiment, je suis trop heureuse pour ça. Non, pas peureuse, hein, mais heureuse. Non, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui se sacrifient à ce point, mais réellement, je souhaite qu'il y ait, c'est vraiment ma hantise, c'est de me dire vraiment, il faudrait vraiment qu'il n'y ait plus rien ou Marine Le Pen, hein, mais je fais tout pour qu'il y ait des candidats politiques qui quand même me permettent de rester à faire ce que j'aime, c'est-à-dire écrire des livres et faire des films. Un petit mot peut-être quand même sur ton projet de cinéma. Là, tu nous as dit que tu avais un projet en cours, si j'ai bien compris. Là, c'est la curieuse qui parle. Hein. Non, j'ai plusieurs projets de cinéma en cours. Non, c'est clairement devenu une partie importante de ma vie et ça va l'être de plus en plus. Voilà. Et j'aime cette liberté entre les essais, qui est un espace où on peut, de façon très précise, très directe, très rationnelle, expliquer le monde, et les films où on cherche peut-être à toucher les gens par d'autres organes qui sont là aussi plus universels, où malgré toutes les frontières, toutes les barrières qu'on met entre nous, on arrive à quand même pouvoir continuer à vibrer pour certaines émotions. Et j'ai besoin aussi de ce terrain-là, et j'ai besoin de me réinvestir là-dedans, et je me régale, et j'adore ça. Donc, il y a des projets dont je ne peux pas vous parler en détail, mais surtout que c'est un moment compliqué pour le cinéma en ce moment. Oui. Mais le prochain est en route, oui, le prochain arrivera. Super. Alors, il n'y avait pas une question, mais c'était un remerciement de la part de Gérard qui dit un tout grand merci à Caroline qui ne cesse de m'inspirer par son courage à œuvrer contre les extrémismes avec le cœur et la raison. Merci, c'est très gentil. Voilà. Il nous faut les deux. Voilà, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Merci en tout cas à toutes les deux. Merci beaucoup. Caroline Fourest, de nous avoir consacré votre soirée. Je rappelle Génération offensée chez Grasset. Je pense que ça sort dans quelques jours en poche. Oui, tout à fait. Voilà, et donc on peut le trouver évidemment chez notre partenaire Filigrane. Merci beaucoup Nadia d'avoir animé cette soirée. Merci. Avec grand plaisir. Très enrichissant et passionnant. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Bon courage à Nadia. On a besoin d'elle. Merci Caroline. Bon courage, Nadia. Et de vous tous. Donc, continuez. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup pour cette soirée. Merci. Au revoir à tous. À bientôt. Au revoir.